Bonjour à tous, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour un nouveau format qui est la table ronde RH que je co-animerai tous les trimestres avec Simon Bastard, CEO de chez RH Performance. Ce podcast, il a pour objectif d'inviter des professionnels RH qui nous partageront les transformations qu'ils ont mis en place au sein de leur fonction et au sein de leur entreprise. Pour ce premier épisode, on va discuter d'un sujet qui fait écho à de nombreuses entreprises, qui est notamment le passage d'une fonction RH traditionnelle, qui était souvent cantonnée à des fonctions et à des tâches administratives, au passage à une fonction RH beaucoup plus stratégique, beaucoup plus proche du terrain, beaucoup plus proche des collaborateurs et de leurs besoins. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Simon, comme évoqué précédemment. Tu nous offriras ta vision terrain, puisque tu accompagnes de nombreux DRH dans leur transformation et dans la transformation de leurs fonctions. Et j'accueille aujourd'hui notre première invitée, qui est Fleur Espinou, et qui a mené cette transformation au sein de son association, qui est la Sauvegarde du Nord, et dont tu étais la DRH pendant 4 ans. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à votre présentation ? Peut-être juste dire effectivement que j'ai quitté mes fonctions pendant l'été et que je prends un nouveau poste dans mes Alpes natales, mais que voilà, on parle de transformation. J'ai passé 4 ans à transformer à la Sauvegarde. Alors je dis je, mais bien évidemment c'était avant tout collectif. Mais la transformation, c'est un peu tout le temps, quoi. Je peux pas dire j'ai transformé et puis maintenant tout est ok. C'est voilà, l'idée de mouvement un peu perpétuel. Mais voilà. Merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Simon, sur ta présentation ? Écoute, c'est très clair, c'est un sujet national, puisqu'on retrouve ça dans quasiment toutes les structures, dans quasiment tous les coins de la France. Donc, impatient d'en parler avec Fleur. Je vous invite à commencer ce podcast. Et Fleur, je t'invite à remonter le temps. Il y a 4 ans, tu es arrivée à la Sauvegarde du Nord et j'aimerais que tu nous parles un peu du constat que tu as pu faire en arrivant et quelle situation tu as retrouvée en arrivant il y a 4 ans. Et avec plaisir, Clémentine. Donc, quand je suis embauchée par mon directeur général il y a 4 ans, l'enjeu est clair et il me le dit dès le début. Il veut prendre un virage et passer d'un aspect un peu administration du personnel qui fonctionne bien. Il y a déjà de belles choses qui sont mises en place. Je ne pars pas du niveau zéro, bien sûr, notamment en termes de, à l'époque, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y avait des choses déjà qui se jouaient, mais il avait envie qu'on passe à de vraies stratégies RH au service des professionnels et du projet associatif. Et d'ailleurs, il cherche aussi un profil quand il fait cette recherche de nouvelles DRH parce que je succède à quelqu'un qui a été pendant 35 ans dans l'association et qui a un peu monté tout ce service RH, donc qui est quelqu'un qui est très méritant. On m'explique que ce que recherche le directeur général de la Sauvegarde du Nord, Frédéric Rouvière, c'est un sparring partner, excusez-moi pour l'accent, et il sait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut et ce qu'il peut faire en matière de stratégie RH, parce qu'on n'en est pas encore là à la Sauvegarde du Nord, mais du coup, il veut que ça se discute, il veut que ça innove, il est même prêt à ce que ça se dispute, notamment avec son COMEX. Il est là-dedans, et il est aussi en train de finir de renouveler, de remodeler, soit par les personnes, soit par les modes de fonctionnement, son COMEX. Donc c'est les directeurs des pôles d'activité de la Sauvegarde du Nord, il y a 5 pôles d'activité, et puis les directeurs des fonctions support un peu classiquement. Et il veut que ça se parle plus au sein de ce COMEX, qu'on arrête les couloirs de nage, ça c'est vraiment sa commande dès le début, et puis que chacun intègre mieux les enjeux des autres. Et au niveau du collectif RH, pour placer un peu le contexte et revenir à la genèse, il n'existe pas en tant que tel, ce collectif RH, puisqu'il y a la direction des ressources humaines au siège avec environ 7-8 personnes, dont la majorité qui viennent de fonctions administratives, qui sont rentrées comme secrétaire de direction, assistante de direction, comptable, etc. Et qui a appris sur le tas, accompagné évidemment par une politique de formation de la Sauvegarde du Nord, mais parfois un petit peu insuffisamment peut-être. Et puis il y a les cadres administratifs et les assistantes RH qui sont sur ce qu'on appelle les centres de gestion des pôles, donc c'est les fonctions support de chaque pôle d'activité. Et là, les cadres administratifs, parfois, on est plutôt sur un cadre administratif et financier avec vraiment une casquette très forte sur la finance, ou alors un cadre plutôt RH, mais sans avoir le bon diplôme, sans avoir forcément l'ensemble des compétences, etc.
Et du coup, entre ces deux niveaux, le niveau pôle et le niveau associatif, en fait, on est sur du très technique, on est sur du très descendant. Le siège dit quoi faire, comment le faire, les pôles appliquent, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de remise en question. Et parfois, il y a de la friture, puisque évidemment, les pôles, du coup, n'appliquent pas forcément ce qui est pensé par le siège, parce que c'est mal expliqué, parce qu'ils ne comprennent pas, enfin, pour plein de raisons. Et c'est pas non plus expliqué en termes de plus-value. On leur dit pas, en faisant ça ou en faisant différemment, ça va aller plus vite, ce sera plus fiable, etc. Donc la marge de manœuvre, elle est faible dans les pôles. Et comme elle est très faible, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas tout. On nous cache des choses, il y a des usages qui se mettent en place, des petites techniques un peu particulières. Et voilà. Et en plus, chaque pôle peut avoir 15 établissements ou services. Donc ça fait une multitude d'interstices où on voit bien que les stratégies RH, elles n'existent pas et les process RH, ils se distendent, etc. Voilà. Et donc, il fallait renverser la vapeur déjà et venir créer un vrai collectif RH. C'est ça le contexte quand j'arrive. Merci pour ton retour. Simon, ce que nous a raconté Fleur, c'est vraiment une situation que tu as déjà pu apercevoir chez des clients ? Alors oui, malheureusement, c'est pas un cas isolé, même si depuis maintenant quelques années, ça bouge beaucoup. Si on reprend depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, en France, faut savoir que on se focalise généralement sur le hard skills. La compétence, la technique, l'expertise, et ce pour nos stratégies de recrutement, pour le management de l'entreprise, donc pour le pilotage finalement de la structure ou de l'entreprise. Et même si on se focalise sur la structure académique en France, les écoles, que ce soit les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les facultés de droit, etc., même au niveau secondaire, au final, on informe et on forme très très peu à cette partie qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ce comportemental. Et pourtant, aujourd'hui, on le sait, dans nos organisations, c'est diablement impératif de pouvoir le développer. Mais comme je l'ai dit, ça change même vite, parce que le monde change très vite, donc il faut savoir suivre. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même la majorité des entreprises qui ont pris conscience que seule la partie expertise ne suffisait plus, que pour attirer les meilleurs talents, les fidéliser, donc pour piloter finalement et développer son entreprise, il fallait intégrer cette partie comportementale qui est majoritairement dirigée, en tout cas pilotée par la fonction RH-DRH. Et pour clôturer sur ce sujet-là, si on rouvre la parenthèse Covid, on s'est rendu compte qu'en effet, avoir une direction des ressources humaines solide et proche des salariés, c'était un atout phénoménal. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a quelque chose de positif de cette période-là, c'est que ça a accéléré les transformations de l'entreprise d'un point de vue structuration RH. Donc certaines entreprises ont pris de l'avance, d'autres prennent le train en cours, mais on voit que les choses bougent beaucoup et qu'aujourd'hui, en effet, la fonction RH au sens large, que ce soit directeur RH, RH, etc., elle prend quand même énormément de place et ça transforme les entreprises. Merci Simon pour ta réponse. Fleur, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui te fait dire il faut que ça change, il faut que je mette des nouvelles choses en place ? Ce qui lance le changement, j'ai envie de dire, c'est assez pragmatique, c'est que j'arrive en juin 2021 et mon DG part en vacances mi-juillet 2021 et il revient à la mi-août et il me dit en septembre, pour la première fois, parce que ça n'a jamais été fait, c'était pas une pratique de l'ancienne DRH, j'aimerais que vous veniez, à l'époque on se vous voit, que vous veniez présenter devant le bureau du conseil d'administration de la Sauvegarde du Nord, un peu des indicateurs RH, nous parler un peu de ce qui ressemble un peu à de la stratégie RH, etc., ce qui se déploie pour que les administrateurs aient un peu une vision de ça, parce que c'est normal que ça les intéresse aussi. Il y a des commissions financières, il y a des commissions RSE, et la RH, ils sont à l'aveuglette. Donc c'était un bon exercice parce que j'ai dû, de toute façon je l'aurais fait d'aller auditer, mais là j'avais une deadline quoi. Donc j'ai dû aller lire bien évidemment les accords, toute la documentation interne, les données sociales dont on disposait. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément optimal non plus. Voilà, les projets en cours, les fonctionnements et les process existants dans nos organisations, etc. Donc j'ai dû auditer pour me projeter et j'ai décidé que le plus clair pour tout le monde, pour moi, pour mon DG, pour le futur collectif RH qu'on devait créer, c'était qu'avant d'intervenir en bureau, je proposerais une feuille de route pluriannuelle à mon directeur général et une fois validée, à mon équipe, au COMEX et plus largement au collectif RH. Et donc j'ai décidé que ce serait mon premier club RH. Je réunirais tous les gens, donc ça fait une 30aine de personnes, qui touchent au RH dans la Sauvegarde du Nord, ce qui n'était jamais fait auparavant. Et j'ai décidé qu'on y parlerait enjeux, méthode pour parvenir à répondre à ces enjeux, et j'y annoncerai aussi qu'à compter d'aujourd'hui,
il n'y aurait plus de logique de petites mains, parce que c'est quelque chose qui était vraiment en tête. Il y avait ceux du siège qui pensaient les process, etc., les cadres intermédiaires qui les mettaient un peu en musique, et puis il y avait les petites mains. Alors, je ne dis pas que c'était porté ni par le siège, ni par quelqu'un d'autre, mais c'était un truc un peu comme ça, à la fois impalpable et qui transpirait un peu. Il n'y aurait plus de 100% descendants, il n'y aurait plus non plus de petits arrangements. Avec un tel, je m'entends bien, donc je donne bien les infos, et puis un tel, comme je l'aime pas trop, tant pis. Voilà, on parlerait de tout, on travaillerait ensemble, et en donnant et en ayant tous le bon niveau d'information et de formation, parce que bien évidemment, ça va ensemble. Et donc, ça nécessitait que tout le monde se remette en question, qu'il n'y ait plus le siège et le reste du monde, qu'on systématise le partage des sujets et qu'on désamorce le côté bretelle-ceinture, qui était un peu aussi le revers de la médaille, avec la terre entière mise en copie, notamment quand les pôles parlaient au siège, demandaient confirmation sur un sujet RH, etc. Ils mettaient en copie le chef de service, le directeur d'établissement, la direction de pôle, le RAF, etc. parce qu'ils étaient en panique systématique de comment ça va redescendre, par où ça va passer, etc. Donc, il fallait réapprendre à se faire confiance des deux côtés. Et il fallait se considérer égaux entre nous, en tout cas égaux dans ce projet RH, et travaillant donc dans le même sens autour de cette même mission. Et je peux vous assurer qu'à mon premier club RH, le premier que j'ai organisé, rien que par le positionnement autour de la table ou dans la pièce, les postures qui ont été adoptées des deux côtés de la table, parce qu'il y avait vraiment deux côtés de la table, j'ai compris que ça allait être ça mon premier job en tant que DRH de la Sauvegarde du Nord. Ça allait être de remettre à plat le périmètre de responsabilité de mission de chacun, l'un n'écrasant pas l'autre. Vraiment, il y avait cet enjeu un peu d'égalité, de réinterpréter toutes les interactions et toutes les articulations siège-centre de gestion. Et de faire en sorte que tout ce petit monde se rencontre vraiment, parce qu'on était sur des personnes qui parfois bossaient toutes les deux depuis 30 ans dans l'asso. Depuis 30 ans, elles se parlaient un peu, essentiellement par mail. Parfois, les bureaux étaient à 2 bâtiments d'écart. Mais il n'y avait pas de rencontre, ça ne se voyait pas, etc. Et voilà. Et j'ai aussi décidé de faire rentrer dans ce club RH des personnes qui n'étaient pas directement reliées à moi, soit par un lien hiérarchique, soit par un lien fonctionnel. Par exemple, la contrôleuse de gestion sociale. Elle n'avait jamais été associée vraiment aux travaux de la DRH. Elle travaille beaucoup avec le DAF, mais pas avec la DRH. Je me suis dit, c'est fou, parce que les données qu'elle nous extrait, la façon dont elle va la chercher, dont elle nous les rend, dont on les utilise, ça impacte vraiment nos stratégies RH. Voilà, la chargée de mission RSE aussi. Et donc, on a pu entamer des chantiers qui devenaient des sujets de tous, en comprenant son intérêt à y travailler. Voilà. Et donc, ça y est, ça, c'était l'enclenchement du virage. Et il fallait maintenant faire en sorte que le train ne déraille pas dans ce gros virage, qu'il n'y ait pas de wagon qui se détache, à commencer par le COMEX, que je devais nourrir un petit peu de vision stratégique et qui devait aussi être au bon niveau d'information. Et justement, du coup, pour que le train ne déraille pas, après cet audit, après la création de ce club, qu'est-ce qu'elles ont été tes actions prioritaires concrètement pour vraiment stabiliser tout ça ? Donc là, on va rentrer dans le vif de la transformation, c'est ça ? Oui. Ouais, ok. Et ben on y va du coup. Donc je fais ce 360 un peu pour présenter au bureau. Je présente ça aux membres du bureau. Mon DG valide la fameuse feuille de route qu'on présente en COMEX, à mon équipe. J'organise ce premier club RH, etc. Et l'idée, c'est d'entraîner. Donc ma feuille de route dans sa version un peu actualisée, parce que peu à peu on a rajouté des missions qui étaient un peu éparpillées au gré de l'histoire de notre organisation. Mais pour vous les citer rapidement, dans les objectifs, on avait faire venir et donner, c'est assez classique, faire venir et donner envie de rester aux collaborateurs, animer le réseau RH de la Sauvegarde du Nord, anticiper l'évolution de notre secteur et de nos métiers, accompagner au management, moderniser les outils et simplifier les process pour sécuriser les données et libérer du temps d'analyse et de prospective. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui faisaient que de l'exécution de tâches et qui n'avaient aucune idée de pourquoi ils faisaient ça, à quoi ça servait, est-ce qu'ils pourraient le faire différemment ou pas. Et donc, c'est hyper chronophage et inintéressant. Améliorer la dynamique de prévention des risques pro et dynamiser la politique handicap de l'association. Donc ça, une fois que c'était... Donc évidemment, cette feuille de route, elle était déclinée, partagée. Et une fois que c'est posé en termes d'enjeux et d'objectifs, faut vraiment initier ce changement. Là où il est nécessaire, il faut casser les couloirs de nage. Ça faisait partie vraiment de la mission. Donc déjà, quand je fais des réunions d'équipe à la direction des ressources humaines, c'est avec tout le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand on faisait une réunion un peu réflexion stratégique, les non-cadres n'étaient pas conviés à la réunion, ce qui est quand même parfaitement déconnant, parce que j'avais notamment une non-cadre, son boulot c'était autour de la formation. En fait, c'est essentiel, on retrouve ça dans tous les sujets. Je fais aussi des débriefs de ce qui se passe en COMEX,
parce que c'est là où on parle de la déclinaison du projet associatif, de la stratégie qu'on doit déployer, etc. Et il faut donner des infos aux gens sur où va le paquebot sauvegarde, parce que quand je parle d'un paquebot, c'est 1600 salariés, c'est 70 dispositifs, une chaîne hiérarchique longue comme le bras, enfin c'est voilà. Et parce que tout ça, ça impacte évidemment nos façons de penser et de faire. Je veux aussi que les uns et les autres comprennent mieux les missions de chacun, parce que je vois que c'est pas vraiment le cas, et du coup ça crée des failles, l'un considérant que l'autre se mêle d'un sujet qui est pas le sien, l'autre que la charge de travail d'un tel en fait rapport à la sienne, vous voyez bien ce que ça peut être, et donc qu'on décèle aussi tous les endroits où il devrait y avoir de l'interaction, où il y en a pas, où ça manque. Et le leitmotiv un peu de tout ça, c'était toujours, alors c'est un peu bête, mais c'est tellement vrai que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et c'était ça qu'il fallait réussir à lancer. Et donc, pour être très pratico-pratique, et notamment s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se disent « Bon, ok, mais par quoi je peux commencer ?» Nous, un des trucs par lesquels on a commencé, c'est la rédaction de fiches pratiques. Parce que j'ai considéré que sur tous les sujets qui sont les nôtres, les sujets RH, sur tout ce qui régit les relations de travail, qu'elles soient individuelles ou collectives, je voulais que n'importe quel salarié de la sauvegarde du Nord dispose d'un niveau d'information de base. Et donc de faire ça avec le service communication, c'est de se dire on va le faire et on va tout mettre à disposition sur l'intranet. Donc on va créer un intranet, ce qui n'existait pas. Donc il y a vraiment, déjà on commence à faire travailler les services entre eux, la com et la DRH avant ça bossait pas ensemble, donc on crée de nouvelles synergies, c'est chouette. Et du coup faire ce travail d'écrit, se dire quelle fiche pratique on va faire, qui rédige quoi, en groupe, seul, etc., qui relit, qui le pense, comment on se met d'accord sur la façon dont on les rédige, etc. Et en fait ça nous a posé par écrit, ça nous a aidé à repenser nos métiers, à vulgariser ce qu'on savait faire, et puis à vérifier que ce soit clair pour nous, entre nous, et donc pour les autres, évidemment. Et du coup, on en profite, on fait des fiches pratiques, puis en faisant des fiches pratiques, on se dit tiens, d'ailleurs, comment ça se traduit chez nous quand il y a telle situation ? Faudrait peut-être qu'on rédige un process ou qu'on le modifie, etc. Donc ça a amené plein de choses, et du coup, on a modifié le process, on va le partager avec les équipes RH des pôles. On va le partager comment ? On va pas juste le déposer sur le serveur. On va déclencher une petite réunion, puis on va l'expliquer. Et puis peut-être que dans le process, on a oublié quelque chose. Il y a un trou dans la raquette, donc on va pouvoir réadapter, etc. Et en fait, ce qui était fou, mais qui existe dans plein d'organisations, c'est qu'à chaque fois qu'on m'expliquait comment on faisait quelque chose de RH, je demandais pourquoi, et on me disait « on a toujours fait comme ça ». Et personne ne se demandait « est-ce que ça marche ?» Si ça marche, moi, j'étais pas là pour tout révolutionner. Ça marche, ok, on valide. Ça marche, tout le monde le comprend, ça fonctionne très bien. Ça marche pas. Pourquoi on le fait comme ça ? Est-ce qu'il y a des règles juridiques ? Est-ce qu'il y a des limitations d'outils, etc. Et on vient reposer le truc. Et ça, c'était intéressant. Et ça a vraiment commencé aussi à créer du collectif. J'ai demandé à mon équipe d'aller bien plus au contact des pôles dans cette démarche-là, justement. Et puis, on a aussi profité des départs de cadres dans les pôles pour venir remplacer par des vrais responsables ressources humaines, avec des compétences. Alors, c'est pas les mêmes, et c'était un peu fait exprès. J'en ai qui sont très bonnes sur le volet formation, j'en ai qui sont plutôt juristes, j'en ai qui sont très bonnes sur la paye. Et ça permet aussi de partager ces compétences-là en interne de ce collectif-là. Donc, depuis 4 ans, on a 4 responsables ressources humaines de plein exercice sur chacun de nos pôles. Il y a 2 pôles qui sont petits par la taille, donc c'est une seule RH. Et puis, du coup, on a aussi créé de nouvelles synergies, puisque je prends des sujets, par exemple la mobilité. Je vois que c'est pas fou la façon dont c'est traité, parce que ça passe par les directeurs de pôle, mais qui ont plein d'autres choses à faire. Et donc, je crée des réunions récurrentes avec les RRH, la responsable emploi compétences et moi. Et puis, au bout d'un moment, moi, je me retire. Et puis, au bout d'un moment, je demande à ma responsable emploi compétences d'évaluer le moment où elle se retire. Et à un moment, il n'y a même plus de réunion. C'est les RRH, en fait, naturellement. Il y a un risque d'inaptitude, on déclenche une petite réunion, on se voit, on se croise, etc. Et c'est vraiment ça, c'est faire que ce soit un réflexe de partager et de parler avec les autres de ce collectif RH. Et ça a infusé, et ça a fonctionné, et ça a vraiment été le virage. Merci Fleur pour ton retour d'expérience. Est-ce que tu souhaites rebondir sur les méthodes que Fleur vient de nous expliquer ? Déjà, je trouve que ce qui est partagé est passionnant, puisqu'on le voit, il y avait quand même un énorme chantier. Tu partages énormément d'actions, énormément de choses à mettre en place. Il y a de l'humain, il y a de l'organisation, il y a de la communication. Donc, je trouve ça ultra intéressant, en tout cas, d'avoir, je dirais, ton retour terrain de ce que tu as pu mettre en place et de ce que ça a donné. Et puis, j'ai pris quelques notes. On pense parfois que
la RH, c'est conceptuel, on ne sait pas trop ce qu'ils font, etc. C'est pas notre métier. N'empêche que tu parles de KPI, d'indicateurs RH, de stratégie RH, de feuilles de route, de méthode. C'est des verbatims que tu as utilisés. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, oui, il y a une stratégie derrière, c'est mesurable, à la fois ce que l'on met en place et la valeur ajoutée que ça crée. Et c'est mon conseil, en tout cas c'est ce que je retiens, de dire que oui c'est possible, mais ça nécessite d'être structuré. Et il est vrai que on a eu l'habitude, il y a quelques années de ça, d'avoir des entreprises pyramidales où le chef donne une mission et puis on la réalise. Tu as utilisé le mot petite main, c'est comme ça qu'on pourrait l'imaginer, même si le but n'est pas péjoratif, mais en tout cas la connotation ressemble à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de donner du sens. Ouais, donner du sens. Mais qu'est-ce qui va donner envie à un collaborateur, à un salarié, même à un manager, de s'investir durablement dans une structure, dans une boîte, si à un moment donné, elle ne sait pas pourquoi elle le fait? Et pour ça, ça nécessite de casser les silos, de mieux communiquer et surtout qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, ce qu'on attend d'eux. Et pour ça, ça passe par tout ce que tu as mis en place. Ouais, c'est ultra riche. Il n'y a pas de recette miracle parce que je pense que chaque structure, chaque entreprise, chaque asso, en fonction du nombre de personnes, de la culture, je pense qu'il y a autant de solutions que de situations. Mais néanmoins, ce que tu as mis en place, ouais, je pense que c'est à noter et pourquoi pas à tester dans d'autres structures pour essayer justement, doucement mais sûrement, de casser les silos et puis de faire en sorte que les gens se responsabilisent et puis viennent avec beaucoup d'envie au bureau pour être encore plus performants. Et j'allais te poser la question, mais tu y as répondu en partie, c'est ce besoin de créer du sens, de casser les silos, de renforcer la communication, la transparence. C'est un peu une obligation des entreprises maintenant, notamment sur le marché du recrutement où il y a une pénurie de candidats, où les candidats choisissent les entreprises à la marque employeur, etc. Oui, alors attention, la fonction RH doit impulser, doit proposer, doit structurer. Ce qu'on oublie aussi, c'est que derrière, il y a des managers. Et là, encore une fois, manager, c'est pas qu'un titre. Souvent, on est bon dans ce qu'on fait, donc on passe manager. Parce que c'est bien de passer manager. Ouais, mais on oublie que manager, c'est un métier. Il y a des techniques, il y a des obligations, et donc il faut aussi accompagner ces managers. Et donc tu parles du recrutement, c'est vrai, mais aussi de la montée en compétences. Et c'est là où je reprends un petit peu l'introduction sur cette partie soft skills. Comment on communique bien, comment on fait des feedbacks, soit positifs, soit constructifs, comment on ose se dire les choses, comment on crée un climat de confiance. Et ça, c'est parfois très compliqué quand on n'a pas les billes ou les clés. Donc en effet, la fonction RH structure propose. Et après, c'est comment je responsabilise aussi le top management, ainsi que les managers, que ce soit les managers de terrain, les membres CODIR et autres, pour à un moment donné aussi être bon dans ce sujet-là. Donc je pense que la direction RH peut impulser. Après, il faut aussi responsabiliser, je dirais pas ceux qui sont sur le terrain uniquement, mais aussi les différentes strates, y compris la direction. Simon, merci pour ton retour. Fleur, je reviens vers toi. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'actions concrètes mises en place à la sauvegarde du Nord ? Oui, complètement. Alors, je vais parler de deux choses. Je vais parler GEPP et QVCT. Pour moi, c'est les deux pieds sur lesquels on marche. En tout cas, la sauvegarde du Nord, c'est de ça dont on avait besoin. Donc déjà, je prends un gros virage sur à l'époque, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisqu'auparavant, on partait du budget alloué à la formation, et puis on coupait l'enveloppe en deux. La moitié de l'enveloppe, c'était pour les pôles en fonction de leur masse salariale, et on leur disait allez-y, faites-nous un plan de compétences qu'on validera, parce qu'en fait au niveau de l'OPCO c'était un seul plan officiellement, mais voilà, on consolidait, et voilà. Et puis il y a 50% qu'on garde au niveau associatif, et là on venait mettre tout ce qui était éléments de qualification, parce qu'on a quand même toujours eu vraiment beaucoup d'outils, notamment des accompagnements préparatoires à la validation des acquis d'expérience, etc., des outils qu'on nous envie d'ailleurs, qu'on a développés en interne et qui sont bons. Donc tout ce qui est accompagnement des parcours, tout ce qui est qualification, certification, maîtresse de maison, surveillant de nuit, etc. Et puis aussi toutes les formations un peu qui sont utiles, mais qui sont un peu fourre-tout, bureautique, Excel, etc. Les outils. Le plan de développement associatif, c'était pas hyper intéressant. En tout cas, les salariés, c'est pas là-dedans qu'ils se retrouvaient en salle de formation sur leurs compétences métiers, etc. Et donc, j'ai le pressentiment qu'il faut renverser ce truc-là, qu'il ne faut plus le penser de la même manière, mais j'ai besoin aussi de vérifier ça. Et donc, en parallèle de cette réflexion, je récupère le pilotage de la démarche, à l'époque, santé, qualité de vie au travail, qui a été prévu. En fait, il y a un accord de méthodologie qui a été signé avant mon arrivée avec les organisations syndicales représentatives à la sauvegarde du Nord. Et moi, je reprends ce truc
Et donc, ça dit qu'avant telle date, il faut qu'on ait fait un accord, il faut qu'il y ait une phase diagnostique, il faut faire appel à un cabinet, mais bon, après, il faudra faire un accord entre nous et tout. Et je lis le truc et je dis au COMEX, moi je crois, je le dis au COMEX, puis je le dis à mon équipe, puis je le dis aux OS, puis je le dis en CSE central, à tout le monde, je dis en fait ça va pas, on va encore se retrouver à faire dans une pièce avec 2 délégations syndicales et une représentation employeur, un bel accord, plein de bonnes intentions sur la qualité de vie et les conditions de travail, mais en fait on n'arrivera jamais à mettre en place des actions qui impactent véritablement la qualité de vie et les conditions de travail de nos professionnels de terrain, parce que en fait nos professionnels de terrain ils sont dans des situations extrêmement différentes. Je vous dis, on a 70 dispositifs, on est sur tout le département du Nord, on fait de l'accompagnement d'adultes, d'enfants, de mineurs non accompagnés, on résorbe les bidonvilles, on fait de l'accompagnement de grands marginaux, on fait de la protection de l'enfance, on travaille avec les juges. Donc nos univers de travail ils sont extrêmement différents, extrêmement larges. Le management n'est pas le même, les missions ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, comment on va pouvoir faire une liste d'actions qui va bénéficier à tout le monde ? C'est pas possible. En fait, ça n'a aucun sens. Donc, je convainc tout le monde qu'on va plutôt partir du terrain et lancer un vrai état des lieux pour commencer, en 2 étapes. Donc, il était prévu qu'on fasse appel à un cabinet. Du coup, on fait appel à ce cabinet, ok. Par contre, on sert de très près la méthode pour que ça colle vraiment à nos enjeux. Et donc, état des lieux en 2 étapes. La première, elle est quantitative, c'est souvent comme ça qu'on commence. Et donc, on a un questionnaire qui nous est proposé par le cabinet, qu'on remanie chaque question, on la retravaille en se disant je me mets dans la peau d'un éduc, je me mets dans la peau d'un chef de service, d'un agent de maintenance, etc. Et puis, on doit, dans ce questionnaire, on doit aussi permettre directement de pouvoir donner des idées. Parce qu'on se dit, il y a bien des gens en fait, qui ont déjà réfléchi à cette question, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ma QVCT. Donc dès le questionnaire, on peut déjà donner un peu des idées, des pistes, etc. Ou dire que ça va pas, parce que ça fait du bien de dire que ça va pas parfois. Donc on fait ça et on a un taux de réponse à plus de 65%, ce qui est quand même vraiment bon sur ce type d'enquête, d'autant que 1 an avant mon arrivée, il y avait, alors en post-Covid en plus, mais il y avait une enquête qui a été proposée par notre organisme de complémentaire santé et de prévoyance de l'époque, qui avait été boycottée par les OS en disant attention, ces données, elles vont servir à orienter les contrats de prévoyance, etc. Et donc on avait eu moins de 40% de répondants, donc complètement inexploitable, très peu intéressant. Et puis le questionnaire en tant que tel, c'est vrai qu'il collait pas à notre secteur. C'était un questionnaire établi pour la santé. Mais alors entre le CHU de Lille et des salariés qui travaillent dans une micromex à la Sauvegarde du Nord. Enfin, en fait, les questions, elles sont déconnantes et les réponses, évidemment, le sont autant. Donc, première étape de ce diagnostic. Deuxième étape, étape qualitative, avec la possibilité qui est offerte aux salariés d'intégrer un des 12 groupes de travail qui vont être animés aussi par le cabinet. 2 types de groupes de travail par famille de métiers. On a 5 familles de métiers chez nous, en mélangeant les gens de tous les pôles, parce qu'on a besoin de voir aussi si la QVCT, elle a impacté par les pôles, parce que les pôles, c'est quand même ils ont leur autonomie, quoi. Ils ont leur CSE, ils ont leur projet de pôle, etc. Et puis ensuite, on a des groupes où c'est par les métiers, tous les pôles mélangés, et puis les pôles, tous les métiers mélangés. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous avez compris ? Une entrée par métier, une entrée par pôle. Et puis un groupe RH, parce que je décide qu'il faut commencer à ce que les RRH, etc., notamment, se lancent dans le truc de se dire c'est moi qui vais devoir travailler la QVCT, en tout cas accompagner les équipes. Et donc ces 120 personnes, elles se sont réunies 2 fois 3 heures. Une fois où c'était plutôt allez, on dit tout ce qui va pas, parce que ça fait du bien, on adore et on a toujours plein de trucs à dire. Et la fois d'après, c'était 4 à 6 semaines après, c'était très bien. Donc maintenant voilà les constats qu'on a fait la dernière fois. Quelles sont les pistes ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur quoi on peut agir, etc. Donc il a commencé à sortir tout un tas de choses. Le cabinet nous a présenté un énorme tableur Excel avec plein d'idées. Ils s'étaient même permis de mettre des priorités sur les actions qu'il fallait faire et tout. J'ai vu le truc, j'ai fait OK. Donc non merci. On va pas faire ça. Par contre, on va reprendre quand même les actions notamment qui sont au niveau associatif. Ça, on va se dire, bah oui, ça c'est intéressant, on va le faire. Par exemple, créer un livret d'accueil et d'intégration. Il n'y en avait pas. Je vous le cache pas, il n'y en a toujours pas. Mais c'est pas grave, il y en aura un jour. Et puis, les autres actions, on va se les garder comme exemple. Mais en tout cas, on va les imposer à personne. Et donc, on a sorti des grandes thématiques, on a quand même donné des exemples d'actions. Et on a pris la décision d'aller présenter tout ce travail-là aux chefs de service et même plus largement aux chefs d'équipe. On a des gens qui animent des équipes mais qui ne sont pas chefs de service. Et on leur a dit, voilà, ça c'est ce qui ressort, l'analyse un peu par pôle, un peu par métier, finalement ça se retrouvait pas mal. Et puis, vous allez être les metteurs en scène de cette dynamique, ça ne peut pas être un autre niveau que le vôtre. Parce que ce sont les plus proches des collectifs de travail, et donc c'est à eux de mettre le sujet de la QVCT en mouvement, de définir en intelligence collective de l'action.
ça peut être plusieurs, mais au moins une sera déjà bien, prioritaire, sur laquelle le collectif se met d'accord en disant c'est ça qui va améliorer notre QVCT demain, c'est ça l'enjeu prioritaire. Ça peut être une organisation de travail, ça peut être, on m'a dit, est-ce que ça peut être changer les voitures de service parce qu'elles sont pourries, elles nous pètent le dos? Pourquoi pas? Voilà, alors peut-être que ce sera pas demain, peut-être qu'on n'a pas le budget, mais peut-être qu'on peut voir si dans l'association on a des véhicules de service moins utilisés et on peut peut-être switcher. En gros, il n'y a pas de tabou les gars, juste vous travaillez ça avec votre équipe et vous nous faites un document propre qui vient nous expliquer quelle est l'action, qui vient définir qui est pilote, qui est contributeur, quel est le tempo, et nous on va jamais venir vous juger sur le fond de cette action, ni sur la façon dont elle se réalise, ni même on va pas venir vous tirer le signal d'alarme en disant t'avais dit qu'en mai 2024 t'aurais mis en place telle action, tu l'as pas fait. Parce qu'en fait, vous aurez juste pas amélioré votre qualité de vie et vos conditions de travail. Mais moi, ça me fait pas grand-chose en fait, je trouve juste ça dommage, mais voilà. Et donc, on a créé quand même une commission QVCT avec des représentants du personnel, etc., qui va recevoir les fiches actions, qui va pouvoir en assurer le suivi, mais c'est surtout pour se dire, on va aller réinterroger les collectifs de travail pour leur dire, vous l'avez pas mis en place, pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a un levier qui n'a pas fonctionné? Est-ce que, voilà, parce qu'il peut aussi y avoir des choses qui bloquent comme ça. Et voilà, puis donner du budget aussi, si besoin, on a un budget associatif pour ça. Et ce travail, il est complètement dans la veine de notre projet associatif parce que, et d'un de ses axes essentiels qui est développer le pouvoir d'agir. On veut développer le pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne. On accompagne 35 000 personnes par an. On ne peut pas les accompagner un pour un. Donc il faut qu'on développe leur pouvoir d'agir, mais pour développer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées, il faut qu'on développe le pouvoir d'agir des professionnels. Et donc ça, c'est clairement une politique qui nécessite de développer le pouvoir d'agir des personnes, sinon ça ne marche pas. Et donc ce travail, et notamment cette phase diagnostique, le questionnaire, etc., ça a permis de voir qu'on avait un sujet sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Je reviens au début de ma réponse à ta question, Clémentine, avec beaucoup de salariés qui avaient dit dans le questionnaire « je ne suis pas satisfait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de formation, que moi on me dit toujours non, je ne sais pas ce que c'est les parcours professionnels et l'accompagnement, j'ai aucune idée de ce que c'est, voilà ». Et donc on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on mettait en place en termes pour le coup de stratégie RH qui n'atteignaient pas leur cible. Et donc, ça aussi, ça a nourri le changement de stratégie de gestion des emplois et des parcours pro, avec par exemple un plan de développement des compétences qui est devenu pleinement associatif. Alors déjà, on a revu la marge, c'est plus 50-50, c'est 60 pour l'asso et 40 pour les pôles. Et puis, désormais, pour construire ce plan de développement des compétences, on ne donne pas le budget au pôle. On dit au pôle, vous venez autour de la table et vous nous dites. Nous, on a fait passer 1600 entretiens professionnels cette année. Dans ces entretiens, il est ressorti, et en fonction des projets d'établissement, de pôle, etc., qu'on avait ça comme besoin en montée en compétences. Donc on a besoin de telle formation. Et déjà, on s'est rendu compte, et ça répondait bien à ce qui s'était dit dans le questionnaire QVCT, qu'il y a des professionnels qui exprimaient des besoins qui étaient isolés sur un pôle, mais en fait, qui se retrouvaient dans un collectif si on mettait en commun. Donc il y a des formations, on aurait juste dit non au monsieur ou à la dame, et en fait, on va lui dire oui. On va dire, oui, c'est intéressant ton truc. Et en plus de ça, on va créer de la transversalité parce qu'il va rencontrer ses collègues des autres pôles qui font pas forcément exactement le même métier, etc. Et donc, on a créé un catalogue de formations avec des formations qui sont accessibles désormais, peu importe son métier, peu importe son pôle, etc. Et donc, on a remis les salariés en position d'acteurs de leur parcours de développement des compétences. Et donc, on a répondu à plus de besoins individuels. On a créé plus de collectifs avec un vrai sentiment d'appartenance à l'association Sauvegarde du Nord, parce qu'on a des salariés qui sont à Avesnes-sur-Epte et eux, la Sauvegarde du Nord, c'est leur service, voilà. Je dis Avesnes-sur-Epte, mais c'est pas discriminant, hein, j'aurais pu dire n'importe où d'autre, Dunkerque, Lille, peu importe. Et puis, à budget constant, finalement, tout le monde s'est retrouvé gagnant dans cette situation. Ça, c'est vraiment un exemple. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que tout est lié. Moi, c'est par la QVCT que j'ai su comment il fallait qu'on modifie la GEPP. Et en fait, ce n'est que ça, les RH. C'est mettre en mouvement les choses, les mettre en synergie et en réflexion. Et ça nécessite plusieurs cerveaux. Simon, est-ce que tu souhaites réagir sur ce que Fleur vient de nous présenter ? Ce que je trouve intéressant dans le modèle que partage Fleur, c'est de dire on va aller demander de quoi ont besoin nos salariés. Et ça devient impératif. Il nous arrive de temps en temps d'intervenir pour des entreprises avec des salariés qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc on vient en formation, c'est un budget, c'est du temps. Donc c'est important pour l'employeur de le proposer. Et en fait, il n'y a pas l'effet escompté puisque le collaborateur n'a pas été intégré. Peut-être que ça ne répond même pas à son besoin. Donc oui, il est impératif, à mon sens aujourd'hui, de questionner. Et ça aussi les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Tiens, de quoi a besoin mon collaborateur ? Donc ce que je trouve vachement intéressant dans ce que propose Fleur, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui nous a permis
de libérer la parole sur ces sujets-là et de vraiment aller sur le terrain pour savoir de quoi il pourrait y avoir besoin, en tout cas sur la partie formation. À l'inverse, attention, la liste de souhaits sur des formations qui parfois sont appropriées, parfois ne le sont pas. Il faut quand même garder en tête que la formation, en tout cas l'accompagnement, ça peut être la formation du coaching ou d'autres changements, ça doit répondre à une stratégie d'entreprise, une stratégie de structure. Donc c'est aussi de se dire comment on fait pour proposer quelque chose qui est en phase avec certes notre budget, mais aussi là où on veut aller. On parlait du management tout à l'heure, si on se rend compte qu'il y a une problématique managériale, c'est qu'est-ce qu'on fait pour accompagner nos managers. D'autant plus qu'il faut savoir que le sujet de la formation est parfois très nébuleux pour un salarié. Quand on fait le recueil du besoin, on va retrouver de l'Excel, on va retrouver de l'anglais, on va retrouver des évidences. Et en fait, de plus en plus, aujourd'hui, ils ont besoin de mieux gérer leur stress, mieux gérer leurs émotions, mieux manager, savoir recadrer aussi, etc. etc. Et donc, c'est là aussi où je pense que l'entreprise, donc la direction RH, doit impulser. C'est de dire, voilà, je vais essayer de t'accompagner, de te guider pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait construire. Et en effet, lorsqu'on fait ça, on se rend compte que d'une thématique qui semblait peut-être isolée, en réalité, elle peut concerner plusieurs personnes. Et donc, ça permet de grouper, ça permet de créer des collectifs, de encore plus désiloter, etc. etc. Donc, moi, c'est ce que je retiens dans ce que partage Fleur, c'est que, à la fois, oui, il y a des choses qui ont été mises en place, mais c'est surtout aller collecter les données du terrain, tout en impulsant d'un point de vue direction. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Merci pour ton retour. Fleur, je te propose qu'on passe à la partie résultats et donc à la dernière partie de ce podcast. Oui. Après cette transformation, quels ont été les résultats et puis aussi comment tu as mesuré l'impact de toutes ces actions? Les résultats, alors sur la GEPP, on a fait un nouvel accord, donc on est venu adapter un peu les choses. On a eu beaucoup de retours très très positifs sur le catalogue de formation. Ça vraiment, c'est un outil qui est pas si compliqué à mettre en place, mais qui produit vraiment ses résultats, parce que les professionnels, ce qu'ils apprécient, je crois, encore plus que d'acquérir de nouvelles compétences, c'est de se retrouver avec les collègues et de se rendre compte que la compétence de l'autre peut m'aider à accomplir ma propre mission. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ce que ça a produit, alors sur la QVCT par exemple, c'est un peu la contrepartie de cette stratégie. J'ai voulu justement qu'on n'ait pas un bel accord qui énonce plein de trucs, et j'ai voulu que ce soit vraiment une démarche de tous les jours, que ça bouge un peu partout, un peu tout le temps. La contrepartie, c'est que c'est compliqué pour moi de l'évaluer. Donc on a créé cette commission QVCT qui n'est pas encore en marche parce qu'on a fait les élections, etc. Il fallait que ça se mette en place. Avec la commission QVCT, on va avoir la remontée des fiches actions, donc on pourra un petit peu évaluer et dire, voilà, en termes de quantitatif, il y avait tant de fiches actions, il y en a tant qui sont en cours de réalisation, dans celles dont il était prévu que l'échéance arrive à telle date, etc. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment fait. Ceci étant dit, je l'évalue quand même, cette relation, j'évalue quand même ce développement de la stratégie QVCT, parce qu'en fait, il y a plein de gens, quand je vais sur le terrain, que j'échange avec des professionnels, qui me parlent de choses qui ont changé dans leur service, et en fait, tu dis, ça, c'est de la QVCT. Vous avez changé votre organisation de travail, vous êtes maintenant sur 4 jours, vous faites ci, vous faites ça. C'est de la QVCT. Ah, vous avez une salle de répit qui est en commun avec le service d'à côté, qui est pourtant du pôle addictologie, alors que vous êtes en protection de l'enfance. Ça, en fait, c'est de la QVCT. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de travailler sur l'amélioration de leur QVCT. Et en fait, moi, quand j'entends ça, j'ai gagné. Parce que c'était ça qu'on voulait. On voulait pas que ce soit un truc sacralisé, qu'on fasse une fois, puis qu'on bouge plus. On voulait que ça infuse de partout. Donc ça, c'est une analyse de résultats qui est bonne. Après, sur la GEPP, on a quand même tous nos indicateurs du nombre de réussites, VAE, etc. Mais ça, on était déjà plutôt bon là-dessus. Et surtout, moi, les résultats que je trouve le plus probant, c'est sur le collectif RH. C'est-à-dire que ce collectif, aujourd'hui, il existe, il prospère, il vit. Les assistantes RH osent aller s'adresser directement au responsable paye quand il y a un sujet. Je vois souvent des RRH qui sont dans le bureau de mes collaborateurs, et puis finalement, ils se rendent compte que tel sujet intéresserait aussi un autre. Donc 2 heures après, je les retrouve tous ensemble dans une salle de réunion, parce qu'ils se sont dit, on en parlait en bilatéral, mais en fait, autant en parler direct avec tout le monde. Je vois la multitude d'échanges qui se fait, de plus en plus aussi d'échanges physiques. On a un peu arrêté le mail, etc. Alors aussi parce qu'on a regroupé toutes nos fonctions support sur un seul lieu géographique. Et c'était un peu l'objectif, et ça marche. Mais voilà, ce que je vois, c'est ça, et c'est une vraie relation de confiance à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y a plus ce truc de le siège. Ça n'existe plus. Et l'épaule, alors on existe encore en tant qu'entité, mais je ne l'entends plus dans le discours. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et puis pareil, au niveau du COMEX, on le voit maintenant, les directeurs de pôle intègrent systématiquement
les équipes RH dès le début d'un projet, etc. Ils ont compris que c'était pas en bout de course, on se rend compte qu'en fait ça bloque sur tel ou tel aspect RH. Non, dès le début, vous nous mettez dans la boucle. En fait, on comprend aussi vos enjeux. Nous, on travaille aussi dans cette association parce que ce qu'on veut, c'est que les professionnels soient bien pour accompagner les personnes. Donc en fait, tout nous intéresse dans vos métiers. Et du coup, eux, ils s'intéressent aussi un peu plus aux nôtres. Donc c'est pas vraiment quantifiable, c'est pas vraiment, on parlait de KPI tout à l'heure, je peux pas forcément en avoir en tant que tel, mais en tout cas, ça se sent vraiment. Et là, je quitte l'association, pas déjà pour quitter l'association, mais pour un projet de vie qui m'amène ailleurs. Et je le quitte sereinement. Enfin, je sais que c'est bon, c'est sur les rails et c'est pas demain la veille que ça va se déliter. Il faut continuer d'y travailler, d'y être vigilant. Quelqu'un d'autre arrivera après moi et développera d'autres choses et c'est super et voilà. Mais en tout cas, il y a une base qui est vraiment solide. Simon, est-ce que tu aurais des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs à suivre de près lorsqu'on mène une transformation RH comme celle que Fleur a fait ? Comme Fleur le dit, on ne peut pas toujours tout mesurer. Alors, on peut avoir des perceptions parfois positives, donc on est sûr que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en effet, ça peut être des stratégies qui peuvent paraître assez grosses, assez dures à mettre en place. Donc en effet, il faut le structurer et essayer de le mesurer au maximum. Ça peut être du quanti, ça peut être du quali. Ce qui est certain, c'est que quand on propose une formation, c'est pas pour faire plaisir. C'est bien à un moment donné avec un sens, avec du but. Et tu as donné plein d'exemples. Les personnes sont plus responsables, elles sont peut-être plus heureuses de venir bosser parce que la communication est meilleure. Donc forcément, les performances des personnes sont meilleures, donc les performances de la structure ou l'entreprise également. Et ça, c'est mesurable. Après, ça peut être aussi multicritère, parce qu'il n'y a pas que la QVCT ou ce qu'on a mis en place qui va influer sur le turnover ou la qualité de vie au travail, mais ça participe très clairement. On intervient dans de nombreuses entreprises sur ces sujets-là et sur d'autres, et on le voit, plus les entreprises sont acteurs dans le développement et l'accompagnement de leurs collaborateurs, plus à un moment donné, ils vont développer ce sentiment d'appartenance, moins ils auront de turnover, et plus les gens seront efficaces. Donc oui, c'est un budget, oui, c'est du temps, mais si ça répond à une stratégie d'entreprise pour être encore meilleur demain, ça a du sens. Donc c'est tout ce qu'il faut essayer de mesurer, et tu as donné tellement d'actions qu'il y a autant, à mon avis, d'actions que d'indicateurs. Mais mon conseil, c'est de mettre des indicateurs. Et ne pas être frustré si on n'arrive pas à tout mesurer, c'est pas grave. Parfois on fait des enquêtes qualité, pour peu que ce soit au mauvais moment, voilà, les retours sont pas forcément les bons. Donc il faut réitérer, il faut tester des choses. Et comme je dis au démarrage, en fonction d'une structure ou d'une autre, on va pas forcément avoir les mêmes choses, les mêmes retours, les mêmes actions à mettre en place. Donc mon conseil, c'est de tester, c'est de mesurer au maximum. Merci. Fleur, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas grand-chose. Mais merci de m'avoir invité à ce podcast. Merci à RH Performance. Voilà, j'apprécie toujours de travailler avec vous. Je trouve effectivement que c'est intéressant et que vous vous intéressez au vrai sujet des assos et des entreprises que vous accompagnez. Et ça se retrouve à travers les questions que vous posez dans ce podcast. Donc, longue vie à cette aventure qui commence. Merci. J'ai une dernière petite question à vous poser à tous les deux pour terminer ce podcast. Selon vous, à quoi ressemblera la fonction RH dans 5 ans ? Je voudrais qu'on arrête à un moment de parler quasiment de fonction RH, en fait. Il faudrait que ça soit partout, tout le temps, dans tout. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et ce qui marche, c'est l'intégration réciproque des enjeux. Donc la fonction RH dans 5 ans, je voudrais que ce soit des gens qui fassent de la RH, mais pas que, qui soient au courant de quelle est l'activité réelle de l'association, de l'entreprise, de l'organisation, quels sont les enjeux réels et comment je les intègre en permanence dans ce que je fais. Donc je voudrais qu'il y ait... que la fonction RH, elle soit noyée dans tout le reste. Ce serait ça, ma fonction RH. Mais noyée positivement, qu'on soit tous noyés ensemble et qu'on flotte. C'est bizarre ce que j'ai dit, mais voilà. C'est une image assez sympathique. C'est compliqué, on le voit, la fonction RH, il y a 5 ans, elle a quand même sensiblement changé. Il y a de ces 10 ans, je pense que c'est encore plus édifiant. Ouais, on parle souvent de fonction support, j'aime pas du tout le mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de missions, de fonctions transverses au sein d'une entreprise. On peut penser à la com, au marketing, etc. etc. À mon avis, la fonction RH doit être encore plus centrale. À la fois parce que une entreprise qui tourne bien, c'est souvent un bon binôme entre la direction générale et la direction des ressources humaines. Mais c'est également généralement les ressources humaines, alors que ce soit les DRH, les RH, les relais, etc., qui font le lien avec le terrain. Et dans les grandes entreprises, à un moment donné, pour s'assurer que les messages passent bien, qu'aujourd'hui ça puisse être dans un sens comme dans un autre, et arrêter d'avoir finalement ces messages descendants, ces structures pyramidales,
Je pense que la fonction RH est un des maillons évidents. Donc en effet, c'est comment la fonction pourrait quasiment disparaître pour devenir une évidence à chaque strate de la structure, à chaque strate de la société. C'est rêvé, c'est presque utopique, mais je trouve qu'on en prend le chemin. Je te veux dans mon bateau, Simon. Avec plaisir. Merci pour votre réponse et merci d'avoir donné de votre temps durant ce podcast. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans ce premier épisode de la table ronde RH. Je vous propose qu'on se retrouve très vite en décembre pour un nouveau débat sur les enjeux RH qui vous préoccupent. À très bientôt.